Bonjour. Bonjour et bienvenue à cette journée de la presse indépendante organisée par le SPIL, le syndicat de la presse indépendante d'information en ligne, dont je suis le président. Je m'appelle Jean-Christophe Boulanger. Bravo d'avoir bravé la grisaille de ce matin. J'espère que cette journée va vous mettre un peu de soleil et d'optimisme dans vos cœurs, en vous montrant qu'il y a beaucoup de choses à faire dans la presse, et notamment la presse indépendante. Alors le SPIL, c'est qui ? Vous allez vous demander. Le SPIL, c'est pas moi. Le SPIL, c'est notamment ces gens-là. Ces gens-là, c'est les 15 membres du bureau que vous avez sous les yeux, et notre directeur général, François Mérès. Je veux commencer par eux parce que le SPIL, c'est d'abord une communauté de bénévoles qui s'investissent, qui donnent de leur temps au service d'un collectif, le collectif des entrepreneurs et des éditeurs de presse indépendants. Donc c'est par l'énergie de ces bénévoles que ce collectif tient. Et donc je veux commencer par les saluer, notamment Cécile Dubois, notre secrétaire générale, qui est très impliquée sur la réforme et l'ouverture des annonces judiciaires et légales à la presse en ligne. Loïc Lebrun, notre vice-président en charge des affaires institutionnelles, qui supervise tous les enjeux de lobbying du SPIL, et ils sont nombreux. Augustin Nepels, le DG des Jours, qui est notre vice-président en charge des relations avec les adhérents et qui nous représente dans beaucoup de comités, le FSDP, le Club des innovateurs, mais également l'IFSIC, et qui aide beaucoup d'adhérents sur leur dossier de subvention ou leur dossier d'emprunt. Thierry Duquesroy, de l'UFC Que Choisir, notre cher trésorier toujours prudent, mais également Maurice Bodbol, directeur de publication d'Indigo Publications, Dalia Daoud de rue 89 Lyon, Gaëtan Deljury de Daily Nord, Alexis Nekrasov qui coordonne tous les sujets sociaux chez nous et nous représente depuis peu à la commission de la carte de presse. Pierre-Yves Platini de Frontline Media, que vous verrez plus tard dans la journée. Edoui Plenel, cofondateur de Mediapart et cofondateur du SPIL, que vous connaissez tous. Pierre France, de rue 89 Strasbourg. David Legrand, de Next Impact. Laurent Mauriac, président de BriefMe, qui nous représente à la commission des publications et agences de presse, la CPPAP. Agnès Rousseau de Bastamag et Julien Vincent de Mars Actu. Mais le SPIL, ça existe avant tout parce qu'il y a aujourd'hui 200 adhérents, 200 entreprises de presse, entreprises très largement et aussi associations. Vous avez là la croissance du SPIL, puisqu'on va bientôt fêter les 10 ans du SPIL dans quelques jours, techniquement. On a commencé avec 30 adhérents en 2009. Une croissance régulière, à rebours de l'image qu'on peut avoir de l'évolution du secteur de la presse. On est aujourd'hui à 200 entreprises ou associations adhérentes. Une croissance qui montre un dynamisme certain dans le secteur numérique, voire une effervescence, une ébullition. Au total, c'est plus de 450 entreprises qui ont été adhérents du SPIL ces 10 dernières années. Alors, qui sont ces entrepreneurs de presse ? Qui sont ces entreprises de presse ? Largement des pure players. Le SPIL, historiquement, est le syndicat des pure players, comme son nom l'indique. Il y a 3 ans, nous avons voté une évolution importante qui est de s'ouvrir à la presse papier. Et nous accueillons aujourd'hui un certain nombre d'éditeurs uniquement papier, 5, ou bimédia, à la fois papier et en ligne, pour 22. C'est une évolution profonde du syndicat qui est cohérente avec son identité d'indépendance, qui est là aussi dès le départ. C'est une évolution qui est là pour anticiper les enjeux des années à venir, qui sont de plus en plus, a-t-on analysé au SPIL, sur l'indépendance plutôt que sur la défense des pure players.
Les combats fondateurs, je vais y revenir, du SPIL étaient sur ce qu'on appelle en jargonnant la neutralité des supports, c'est-à-dire même droit, même devoir pour la presse en ligne que pour la presse papier. Il y a encore des combats à mener, mais il nous a semblé que dans les années qui viennent, la question de l'indépendance, qu'on peut décliner de beaucoup de façons, est vraiment la question profonde qui doit nous rassembler. Il fallait aussi, c'était assez logique, d'appliquer à nous-mêmes cette question de neutralité des supports et d'accueillir en notre sein des éditeurs indépendants papier. Et c'est ce que nous faisons maintenant. C'est aussi pour ça qu'on a choisi de changer le nom de cette journée, qui s'est appelée pendant 8 ans la journée de la presse en ligne, et JPEL pour les intimes, et qui maintenant s'appelle la journée de la presse indépendante. C'est pour refléter cette évolution que nous avons collectivement voté à l'unanimité en AG il y a maintenant 3 ans. Le SPIL représente toute la palette en termes de modèle économique, de ligne éditoriale, de cible de la presse. Comme vous le voyez là, moitié presse spécialisée, moitié presse généraliste. Dans les généralistes, il y a à la fois des titres internationaux, des titres nationaux, des titres locaux pour environ un tiers des adhérents. Dans la presse spécialisée, il y a de la spécialisée grand public, de la spécialisée professionnelle. C'est une des fiertés du SPIL que de représenter en son sein finalement toutes les familles de presse. Toutes les lignes éditoriales, le SPIL n'a surtout pas à évaluer une ligne éditoriale et donc il est très content d'accueillir toutes les lignes possibles et imaginables en son sein. Alors tout ça pourquoi ? À quoi on sert ? Qu'est-ce qu'on fait concrètement au SPIL ? Qu'est-ce qu'on a apporté à l'écosystème en 10 ans ? Concrètement, le SPIL, c'est 2 choses. C'est d'abord des combats. Des combats qu'on peut appeler institutionnels, mais qui finalement sont plus larges. C'est presque des combats démocratiques. Des combats, j'en ai parlé, le combat fondateur du SPIL, le combat qui a fait créer le SPIL il y a 10 ans, c'est même droit, même devoir pour la presse en ligne par rapport à la presse papier. En 2009, venait à peine de se créer un nouveau statut, le statut de service de presse en ligne. Nous allons en parler lors de cette journée. Pour accueillir un nouveau type de presse qui naissait à l'époque, la presse en ligne, mais était attaché à ce statut très peu des droits de la presse papier en 2009. Et nous nous sommes battus et nous continuons à nous battre pour faire valoir l'idée que le journalisme est identique, quel que soit son support. Il n'y a pas de différence à faire selon les formats, que ce soit papier, en ligne, demain peut-être d'autres formats. Les évolutions technologiques ne font pas la qualité du contenu. La qualité est indépendante du format. Et il faut que toute la réglementation, tout l'accompagnement public soit également neutre en termes de support, en termes de format. Et donc nous avons au cours de ces 10 ans, presque un par un, comme un domino, essayé de faire bouger les lignes en termes réglementaires pour petit à petit faire que s'applique ce principe de neutralité des supports à toute la réglementation de la presse. Alors on est loin d'avoir encore gagné le jeu de domino. Il y a encore pas mal de choses à faire, mais on peut quand même citer des victoires importantes. D'abord, le taux de TVA qui en 2014 est devenu le même pour la presse papier que pour la presse en ligne. C'était un combat depuis 5 ans du SPIL, qui a été fait grâce à un coup d'éclat médiatique du SPIL et de ses adhérents sur le sujet, qui a été voté à l'unanimité en 2014 à l'Assemblée nationale, et qui depuis est entré à la fois dans le champ réglementaire européen et français. C'est 18 points de marge de différence qui se sont estompés. Pour des titres grand public, c'est absolument déterminant. Et on a vu, après cette modification législative en 2014, une éclosion des modèles payants en ligne. Si je reviens sur le nombre d'adhérents,
on a vécu à ce moment-là une croissance forte, une vraie ébullition dans la presse en ligne sur des modèles payants qui se reflétaient chez nos adhérents. Donc on voit là qu'une évolution réglementaire peut vraiment avoir un impact très concret. Un autre combat depuis le départ du SPIL, c'est la transparence des aides à la presse. En 2009, on était dans une situation où le fonds stratégique ne publiait pas la liste des bénéficiaires. Il y avait une culture d'opacité dans les aides à la presse. Et pour le SPIL, les aides ne sont légitimes que si elles sont absolument transparentes. Le business de la presse repose sur la confiance des lecteurs, et cette confiance ne peut exister que s'il a accès aux différents éléments fondateurs du modèle économique et des influences potentielles sur l'entreprise ou l'association. Et donc on s'est battu au sein des différents comités pour instiller cette culture de la transparence. Les choses ont évolué, pas encore suffisamment, mais il y a eu quand même des évolutions, notamment au FSDP qui publie depuis quelques années, chaque année, la liste des bénéficiaires de ce fonds public d'aide à la presse. Petit à petit, on a aussi créé une doctrine sur les aides à la presse, une sorte de... Oui, une doctrine que je vais résumer assez rapidement en disant que les aides à la presse sont légitimes parce qu'elles sont importantes pour notre démocratie en permettant aux citoyens d'avoir accès à une information pluraliste. Donc la presse, à ce titre, n'est pas comme n'importe quel secteur économique, a une utilité démocratique qui légitime le fait qu'il y ait un soutien public à ce secteur. Ceci dit, elles sont légitimes si elles respectent plusieurs règles. La transparence, j'en ai parlé. La neutralité des supports, j'en ai parlé. Privilégier les aides indirectes aux aides directes. Par aide indirecte, j'entends les aides qui sont automatiques, fonction de paramètres du business. La TVA, par exemple. Les aides directes, à contrario, c'est des dossiers de subvention avec un accord individuel sur tel ou tel dossier. Ce qui est plus complexe parce que ça peut laisser cours à des jeux d'influence. Donc les aides indirectes nous sont plus vertueuses que les aides directes. Et dans les aides directes, elles nous semblent légitimes quand elles sont sur des dossiers d'investissement. Mais le SPIL est contre les aides directes d'exploitation, c'est-à-dire des rentes publiques pérennes. Et il y a certaines aides encore aujourd'hui à la presse qui sont sur ce modèle d'aide directe d'exploitation, notamment les aides dites au pluralisme. Un autre combat fondamental du SPIL, c'est ce pluralisme qui légitime les aides à la presse. Le SPIL se bat notamment pour la sauvegarde de la loi de 1881, qui est un cadre réglementaire particulièrement efficace pour la liberté d'expression et ce maintien du pluralisme. Tous ces combats, je les résume rapidement ici, mais il y en a eu beaucoup d'autres, mobilisent beaucoup de l'énergie du SPIL. Mais c'est pas suffisant. Enfin, c'est bien de faire évoluer les règles du jeu de notre écosystème pour qu'elles bénéficient à la presse indépendante. Mais il faut aussi concrètement aider les éditeurs de presse, accompagner les entrepreneurs. Et pour ça, le rôle du SPIL, c'est d'organiser une entraide et d'aider aussi directement. Donc le SPIL a développé au fur et à mesure des années des services pour ses adhérents. Des services d'accompagnement, j'en parlais tout à l'heure sur les dossiers de subvention ou les dossiers d'emprunt, des événements avec des formations tous les trimestres, par exemple, d'une journée pour les nouveaux adhérents, un forum en ligne avec beaucoup de discussions pour organiser cette entraide et ces discussions entre nos adhérents, des newsletters. Mais le but du jeu, là, c'est de créer du lien entre des entrepreneurs qui sont souvent assez isolés. Moi,
J'ai rejoint le SPIL il y a 10 ans en trouvant enfin un lieu où je pouvais partager mes problèmes d'entrepreneur qui sont difficiles à partager avec son équipe ou avec son environnement proche. Il y a souvent des problèmes d'entrepreneurs spécifiques à la presse. Et enfin, il y avait un lieu où je pouvais m'épancher librement avec des pairs qui comprenaient mes heures et mes bonheurs. Donc c'est rompre cet isolement, créer du lien, créer une communauté qui s'entraide. Et je suis assez content qu'on ait réussi, malgré la croissance du SPIL, à conserver cet état d'esprit d'entraide. On ne se sent pas concurrent au sein du SPIL, on se sent plutôt dans un même bateau, une même galère ou une même aventure à s'aider beaucoup. Et c'est très sain et j'en suis très content. Un des services que propose le SPIL, qu'il opère directement, c'est J'aime l'info. J'aime l'info, c'est un outil qui permet au grand public de donner à des titres de presse en défiscalisant. Les entreprises de presse ont ce privilège de pouvoir être considérées par le fisc comme une œuvre d'intérêt public à cet égard. Et J'aime l'info est l'intermédiaire obligatoire pour Bercy pour pouvoir défiscaliser ces dons. C'est 1 million de dons et probablement plus d'1,5 million en 2019 qui sont distribués chaque année. De l'an dernier, 1 million, 1,5 million cette année, qui sont distribués aux éditeurs de presse via cet outil. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous attend ? Vous avez 2 salles, 2 ambiances. En bas, ici même, des débats avec des tables rondes ou des dialogues. Et à l'étage, des ateliers qui sont des échanges entre éditeurs de bonnes pratiques, sans intervenant particulier, uniquement un animateur qui passe la parole, qui lance le débat. On va commencer ce matin, je ne vais pas m'appesantir sur la réforme de la loi Bichet, ici même, et à l'étage sur les modèles d'abonnement, animés par BriefMe. 11h pause café, que vous avez juste à côté. 11h15, ici même, on va parler d'encadrement éventuel de la communication territoriale, ce qu'on appelle, à mauvais escient, la presse territoriale, alors que là-haut, on parlera levée de fonds et difficultés ou chimères de la levée de fonds. Vous avez un déjeuner qui aura lieu ensuite ici même, pour ceux qui ont réservé ce déjeuner. Puis ensuite, à 14h, on reprend ici avec la question de comment maintenir son indépendance tout en finançant son développement. Avec plusieurs très beaux intervenants, alors qu'à l'étage, on parlera de l'aspect social et notamment d'un guide de la pige que le SPIL a co-rédigé avec la CFDT sur comment bien employer des journalistes pigistes. À 15h30, nous parlerons ici des nouveaux modèles de financement par les lecteurs, crowdfunding, levée de fonds, membership et tous ces nouveaux modèles, alors qu'à l'étage, nous parlerons d'illustration ou de photographie. Quelles règles pour quels usages avec le directeur photo des jours. Et nous terminerons ici même avec le sous-directeur à la presse de la DGMIC, qui est l'administration qui gère notre secteur, la presse, qui nous fera un bilan sur les 10 ans du statut de service de presse en ligne et nous parlera des évolutions qu'il prévoit de ce statut. Je vous propose de commencer tout de suite notre premier débat. Sébastien Soriano. Sébastien Soriano, vous êtes depuis 2015 président de l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
Vous êtes avec un parcours X Télécom, vous avez travaillé à l'autorité de la concurrence, à l'ancêtre de l'ARCEP, l'ART. Vous avez eu aussi quelques années plus politiques, où vous avez fait la campagne de François Hollande, puis vous avez accompagné Fleur Pellerin dans différents ministères, notamment quand elle a été ministre de la Culture. C'est là que je vous ai rencontré, quand vous étiez au cabinet de Fleur Pellerin, ministre de la Culture. Depuis 2015, à l'ARCEP, excusez-moi, je vais faire une petite parenthèse avant de vous laisser la parole pour cadrer ce dialogue. Ce qu'on souhaite ce matin, c'est discuter des enjeux démocratiques de la diffusion d'informations sur Internet. Vous avez probablement beaucoup entendu parler ces derniers mois ou ces dernières années des enjeux sur les droits voisins. Les enjeux entre la presse, c'est ce qu'on appelle les GAFA ou les plateformes. Au SPIL, on souhaite les aborder pas tellement sous l'angle de la captation de la valeur éventuelle ou du fait que les GAFA captent une bonne partie de la chaîne de valeur de la presse, mais on souhaite plus les aborder sous un angle démocratique, à savoir quels sont les problèmes démocratiques éventuels au fait que quelques acteurs privés, ce qu'on appelle les plateformes, décident dans les faits quel citoyen ait accès à quelle information. Récemment, ce qu'on appelle la loi Bichet a été réformée. Alors la loi Bichet a été votée en 1947. C'est la loi qui réglemente la distribution de la presse papier. J'ai relu récemment les débats de cette loi Bichet, qui sont passionnants dans cette 4e République naissante. Et les débats à l'époque me semblent étrangement actuels. Les débats étaient, je cite Robert Bichet, on ne peut pas laisser ni un monopole public, ni un monopole ou un oligopole privé la distribution de la presse. On ne peut pas laisser à un oligopole ou à un monopole le choix de quels citoyens lisent quelles informations. Voilà, c'est ma reformulation. Hein. J'ai dit que je citais Robert Bichet, je reformule. Ou une autre phrase là, plus précise de Robert Bichet qui dit « La liberté de la presse ne s'arrête pas à la plume du journaliste, mais va jusqu'au fait que le lecteur puisse lire l'article de presse. » Il me semble que cet état d'esprit qui a animé le législateur depuis plusieurs décennies et le cadre réglementaire pour la distribution physique de la presse a été complètement oublié dans l'univers numérique. Que petit à petit, dans le numérique, par vide réglementaire, on a laissé une situation s'installer où aujourd'hui, 2 acteurs génèrent plus de la moitié de l'audience des principaux sites d'information en ligne. Google, d'après les statistiques qui circulent dans le secteur, génère entre 30 et 40% de l'audience des principaux sites d'info et Facebook 10, 15, 20%. Donc dans les faits, aujourd'hui, 2 acteurs privés contrôlent la moitié du volume de quel citoyen lit quelles informations. Il ne s'agit pas de vilipender ici le fait qu'ils soient privés, mais ils obéissent forcément à des logiques commerciales qui peuvent créer des phénomènes algorithmiques dangereux. On a beaucoup parlé ces dernières années de bulles informationnelles. En tout cas, leur logique n'est pas une logique démocratique. C'est pas, on peut l'imaginer, le principal élément qu'ils ont en tête. Donc, voilà, le débat, pour le cadrer aujourd'hui, c'est celui-là. C'est quels enjeux de réglementation à l'ère numérique pour conserver l'état d'esprit de la loi Bichet. Avant d'aller là-dedans, je reviens, excusez-moi, Monsieur Soriano, sur l'ARCEP.
On est très content de vous avoir aujourd'hui parce que l'ARCEP, depuis peu, a une nouvelle responsabilité en matière de réglementation de la diffusion de la presse, puisque la semaine dernière a été votée cette loi qui réforme la loi Bichet et donne de nouvelles attributions à l'ARCEP. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Merci d'abord de votre invitation. Effectivement, l'ARCEP, alors pour être tout à fait précis, nous attendons encore la promulgation de la loi. La loi a été votée, elle doit encore être promulguée. Donc normalement, cette promulgation doit intervenir, si tout va bien, la semaine prochaine. Et effectivement, l'ARCEP va hériter d'une régulation, cette régulation de 1947, que vous avez évoquée, en tout cas pour une part, et qui va se simplifier, puisqu'il y avait plusieurs structures. Une structure d'autorégulation, d'une part, qui était le Conseil supérieur des messageries de presse, et puis une structure juridique de validation de ces décisions de régulation, qui était l'autorité de régulation de la distribution de la presse. Ces différentes instances disparaissent au profit donc, de l'ARCEP, qui devient, je ne sais pas s'il faut dire le gendarme, l'arbitre, le gentil organisateur, enfin l'outil, le bras armé qui permet de faire fonctionner le secteur par rapport à des objectifs qui restent les mêmes. C'est-à-dire que tous les principes de la loi Bichet, le principe de la loi Bichet, c'est quoi? C'est la neutralité. C'est-à-dire, quels que soient les contenus, quelles que soient les opinions des titres, ils doivent pouvoir être présents dans ce qui est, à l'époque, au sortir de la guerre, vraiment le point d'accès à l'information, c'est-à-dire le kiosque à journaux. Et donc, ce principe de la loi Bichet demeure. Simplement, ces modalités de fonctionnement se modernisent pour tenir compte quand même d'une certaine évolution. Donc, notamment, c'est un secteur qui s'est structuré sur une filière unique. C'est-à-dire qu'il faut se dire qu'au sortir de la guerre, il y a énormément de lecteurs de presse. Et donc, les gens qui font de la presse font quasiment que de la presse. Les gens qui distribuent la presse font quasiment que de la presse. Et les marchands de presse ne font quasiment que de la presse. Et cet état de l'art d'après-guerre, évidemment, aujourd'hui, il n'est plus d'actualité. C'est difficile maintenant de ne faire que de la presse. Alors, il y a beaucoup d'acteurs ici qui continuent à le faire, mais pour les grands titres de presse papier, on a de plus en plus de diversification. Il y en a qui font du online, il y en a qui font de l'événementiel, il y en a qui font même de l'audiovisuel. Donc on voit bien que les titres de presse sont amenés à se diversifier. Les kiosques à journaux eux-mêmes, quand vous allez dans un kiosque à journaux, vous voyez qu'ils vendent des sudoku, des chewing-gums, enfin bon, tout un tas de choses. Il y en a qui font aussi des papeteries. Parce que ne vendre que de la presse, c'est devenu quasiment impossible, parce que le chiffre d'affaires n'est plus suffisant. Et puis au milieu, vous avez ce maillon qu'on appelle la distribution de la presse. Et là aussi, ça devient malheureusement impossible, enfin très difficile de ne faire que ce métier. C'est un métier de logistique qui permet d'amener les titres des imprimeurs au kiosque. Et ce métier de logistique lui-même, donc qui est porté historiquement par les NMPP devenus Prestalis et ensuite les messageries lyonnaises de presse, il devient aussi lui-même en tension par rapport à cette diminution des volumes de presse. Et donc, l'objectif de cette loi, c'est d'apporter un peu de flexibilité dans quelque chose qui était extrêmement structuré, dans une économie vraiment très franchement administrée, de passer à une économie régulée. L'idée, c'était d'éviter un saut dans le vide, dans lequel tout à coup on aurait dit, bon bah, on libéralise complètement, on estime que, après tout, la presse papier c'est important, mais il y a aussi la presse en ligne, alors faut-il vraiment faire attention à cette universalité ? Et puis, au sortir de la guerre, on a voulu que tout ça soit dans un système coopératif, hein, c'est-à-dire d'éviter qu'une entreprise privée, en l'occurrence Hachette qui avait coopéré, qui avait collaboré pendant la guerre, qu'aucune entreprise privée ne puisse contrôler le système. Donc on a imposé un système de coopérative, c'est-à-dire que l'outil industriel soit possédé par les titres. On aurait pu dire là aussi, bon, tout ça, ça n'a plus d'importance. Donc il y a un compromis qui a été dessiné, et je voudrais vraiment rendre hommage au gouvernement. Ce sera peut-être la dernière fois que je le ferai, parce que nous sommes une autorité indépendante, donc je profite du fait de ne pas être encore en fonction, pour quand même rendre hommage à cette réforme courageuse qui a été portée par Franck Riester et le gouvernement,
qui a été préparé par Françoise Nissen d'ailleurs aussi. C'est un dossier difficile, c'est un écosystème d'acteurs qui est compliqué, il y a beaucoup de conflictualité, il y a des enjeux syndicaux qui sont bien connus, et je dois dire qu'il y a une réforme quand même assez ambitieuse qui a réussi à être portée, tout en préservant les équilibres essentiels. Voilà. Donc, nous commençons très modestement à travailler sur ce sujet, enfin très humblement. Nous aurons évidemment de l'ambition, mais nous avançons humblement dans un secteur que nous connaissons encore mal. Et donc, voilà, on va commencer par réunir la famille de la presse le mois prochain. On définira ensemble nos modalités de gouvernance et de concertation, comment est-ce qu'on travaille ensemble. Et puis, il y aura des premiers dossiers chauds qui vont arriver. Et donc, le dossier qui nous paraît le dossier le plus prioritaire, c'est celui de ce qu'on appelle l'assortiment, c'est-à-dire qui permet... Aujourd'hui, la loi Bichet, par ce principe d'universalité, elle fait que le marchand de journaux ne décide pas ce qu'il vend. D'un côté, c'est bien, puisque comme ça, il est obligé de vendre tous les titres qui existent. Mais d'un autre côté, le nombre de références qui existent, 1500, 2000, c'est pas facile. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de logistique à gérer des différents cartons et des titres. Parfois, il n'y en a qu'un exemplaire qui est vendu ou zéro. Et puis ensuite, il faut les exposer, ça prend de la place, il faut les manipuler, ça prend du temps. Et donc, pour permettre une meilleure... alors, on a vérifié dans le dictionnaire, on parle beaucoup de commercialité dans le secteur, malheureusement, c'est pas ça que veut dire la commercialité, mais pour permettre une meilleure autonomie des marchands de presse, pour qu'ils puissent mieux faire leur travail de vendre la presse aux lecteurs, eh bien, il y a une notion d'assortiment qui est prévue par la loi, qui... garantit absolument toute la presse dite d'information politique et générale. Je sais que c'est une notion discutée par votre association. Donc, il n'est évidemment pas question de donner la moindre flexibilité aux marchands de presse sur Libération, Minute ou autre. Mais en revanche, sur le reste de la presse, il y aura une flexibilité qui est à inventer et qui est à construire avec le secteur. Donc ça, ce sera typiquement une de nos priorités. Et concernant le numérique, la loi qui réforme la distribution de la presse a pour la première fois parlé de numérique, et notamment en séparant deux aspects, les kiosques numériques, où là vous devenez le régulateur, et les plateformes. Cette loi de réforme de la distribution de la presse mentionne aussi une surveillance, je ne sais pas comment appeler ça, des plateformes en matière de presse, en attribuant la responsabilité de cette supervision à la DGCCRF, la Direction Générale de la Concurrence et de la Répression des Fraudes. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire ces nouvelles responsabilités de l'ARCEP en matière de presse numérique, donc de kiosques, et qu'est-ce que vous comptez faire? Est-ce que vous avez déjà une feuille de route sur ce sujet? Non, alors de base, on n'a pas de feuille de route, puisque de toute manière, on veut construire ça avec le secteur. Alors, donc effectivement, il y a deux volets différents, celui des kiosques et celui des agrégateurs de news, donc Apple News, Google News. Alors, juste pour prendre un tout petit peu de recul, peut-être, effectivement, donc au sortir de la guerre, le point d'accès principal à la presse, c'est le kiosque à journaux. Bon. Après, il y a eu d'autres formes d'accès qui se sont développées ou qui préexistaient, typiquement pour les abonnements qui ne passent pas par ces kiosques. Aujourd'hui, quand vous regardez la possibilité pour un citoyen de consulter un contenu de presse en ligne, vous avez quelque chose de fantastique qui s'appelle Internet. Excusez-moi, je le rappelle. Et notamment le web. Donc le web est un espace dans lequel il y a ce qu'on appelle l'innovation sans permission. Les grands penseurs d'Internet appellent ça l'innovation sans permission. C'est-à-dire que l'architecture d'Internet et du web est ce qu'on appelle une architecture end-to-end. C'est-à-dire qu'elle garantit la possibilité de bout en bout de la connexion au réseau. Donc ça veut dire qu'à la fois le lecteur se connecte au réseau par son fournisseur d'accès à Internet et tout fournisseur de contenu se connecte au réseau de l'autre côté de manière libre, sans aucune forme d'autorisation.
tout le monde a le droit de se connecter au réseau sans autorisation. Il faut juste trouver un fournisseur qui est d'accord pour vous faire une offre de connexion. Et ce principe de connexion sans permission, quelque part, il a rendu accessibles tous les contenus avec une garantie de neutralité absolue. Alors, ça, il faut quand même le rappeler. Bon, après, on va venir aux agrégateurs et aux kiosques. Il y a eu une menace potentielle sur cette ouverture d'Internet. Alors, j'y reviendrai parce qu'aujourd'hui, évidemment, il y a beaucoup moins de gens qui scrollent le web. Donc, malheureusement, c'est devenu une plateforme de plus en plus mineure. Mais quand même, j'en parle. Il y a une première menace qui a porté sur cette neutralité de l'Internet, c'est la possibilité pour certains fournisseurs d'accès à Internet d'utiliser ce rôle de gatekeeper pour, le cas échéant, favoriser certains types de contenus. Donc il y a eu un débat notamment aux États-Unis autour de ce qu'on appelle la neutralité du net, où il y a eu des bras de fer, alors pas tellement avec la presse, mais par exemple entre Comcast, qui est un gros câble opérateur, et Netflix, en disant vous devez me payer pour accéder au réseau. Donc il y a eu un certain nombre de conflits en la matière. Et il y a un principe fort qui a été posé en Europe, et un règlement qui a été adopté en 2015, qui est un règlement sur ce qu'on appelle l'Internet ouvert, qui vise à garantir structurellement que les opérateurs télécoms n'ont pas le droit de tripatouiller Internet. C'est-à-dire que quand vous payez votre opérateur télécom pour accéder à Internet, vous avez un accès à un Internet neutre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de préférence d'accélération ou de blocage qui sont faits par le fournisseur d'accès à Internet. Le fournisseur d'accès à Internet doit apporter un élément neutre qui est la connectivité à Internet. Donc aujourd'hui, ce principe de la neutralité du net, qui est un peu la loi Bichet appliquée à Internet, elle existe et elle est garantie. Et le gardien de cette neutralité du net, ça tombe bien, c'est l'ARCEP. Voilà. Bon. Et aujourd'hui, nous avons une neutralité du net qui est bien respectée en France. Alors malheureusement, le Internet, effectivement, n'est qu'un outil parmi d'autres, parce que, enfin le web pour être plus précis, parce que la navigation Internet est devenue un élément de plus en plus marginal dans l'expérience des utilisateurs. Notamment depuis l'émergence des réseaux sociaux et aussi avec le développement des smartphones. C'est-à-dire qu'avec les smartphones, on passe maintenant par des applications beaucoup plus que par de la navigation. Donc on voit qu'il y a un certain nombre d'intermédiaires qui sont en fait de facto apparus dans notre accès à Internet et au bon vieux web. Et même Google lui-même, c'est-à-dire que de plus en plus, au lieu de taper une adresse www.lemonde.fr, en fait on tape Le Monde, et comme c'est la même barre en général dans laquelle on tape l'adresse URL ou dans laquelle on fait une requête, et que Google paye pour être le moteur de recherche par défaut au fabricant de votre smartphone, sauf quand c'est lui-même parce que c'est Android, eh bien, vous êtes renvoyé en fait à Google. Vous n'êtes pas renvoyé au web. Vous êtes renvoyé au moteur de recherche Google qui a intermédié en fait ce que vous étiez en train de chercher. Donc, on a ces nouveaux carrefours qui ont réintermédié. Et ça, c'est un mouvement qui est très interpellant, parce que il y a eu pendant des décennies une utopie du web, d'Internet, excusez-moi, je confonds un peu les deux, vous voyez bien la différence entre les deux. Internet, c'est vraiment l'architecture technique, et le web, c'est une application qui s'appuie sur cette architecture technique. Il y a d'autres applications que le web sur Internet, il y a notamment l'email, par exemple. Bon. Donc, on a pensé pendant très longtemps que cette architecture distribuée dans laquelle il n'y avait aucune autorisation à l'entrée sur le réseau, elle serait suffisante, que c'était un espace magnifique. Et d'ailleurs, il y a eu des luttes pendant très longtemps des acteurs historiques du web contre les États qui voulaient interférer et qui voulaient contrôler, qui voulaient, le cas échéant, surveiller. Et il y a eu une espèce de principe qui a été acquis avec ce qu'on appelle le statut de l'hébergeur, notamment dans la directive e-commerce en 2000 et dans la loi pour la confiance dans l'économie numérique, qui dit non, tout ça c'est libre, les contenus sont mis sur le réseau sans contrôle a priori, et éventuellement ils peuvent être retirés s'il y a des plaintes, etc. Donc ça c'est l'univers dans lequel on vient, aujourd'hui il y a une espèce de déception. C'est-à-dire que cette utopie de dire en fait personne ne va contrôler Internet,
Internet va être distribué, et c'est ça qui va garantir la liberté, eh ben on se rend compte qu'on a échoué. Enfin, je veux dire, cette grande histoire a échoué globalement, parce qu'il y a eu des réintermédiations. Bon, désolé de cette longue introduction. J'en viens maintenant au rôle de l'ARCEP. Alors le rôle de l'ARCEP en la matière va être assez modeste, puisque donc il y a une partie qui sont sur les kiosques numériques. Donc les kiosques numériques, ce sont SFR Press, e-Press, etc., sur lequel il est prévu un principe assez sain, qui est que l'information politique et générale a un accès qui est garanti à ces kiosques, et ensuite pour les autres titres de presse, il y a je dirais qu'il y a un dispositif d'accompagnement assez général. Donc c'est bien, parce que ça permet d'éviter notamment d'éventuels risques d'intégration verticale. Quand on a un groupe comme Altis, par exemple, qui a le kiosque SFR Press d'un côté et a des titres de presse de l'autre, on pourrait imaginer qu'ils puissent se donner avantage. Et donc d'avoir quelqu'un qui garantit cette non-discrimination, c'est une garantie intéressante. Alors néanmoins, à ma connaissance, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de litige en la matière, il n'y a pas vraiment de difficulté. Enfin, ça m'intéressera de savoir si vous en voyez. Donc je dirais que c'est plutôt une garantie supplémentaire qu'on amène. Alors simplement, il y a une petite subtilité qui est en train d'être introduite par la loi. Vous savez qu'il y a une loi audiovisuelle en cours de réforme par ailleurs. Donc malheureusement, la loi audiovisuelle est en train de refragmenter la régulation, puisque alors qu'elle nous confiait le soin de veiller à cette non-discrimination sur les kiosques, maintenant c'est une responsabilité qu'on va devoir assumer conjointement avec le CSA. Bon, je dois dire que je n'ai pas de problème avec le CSA, c'est pas le sujet, on s'entend très bien, mais juste je comprends pas très bien qu'on ait nettoyé le paysage de la régulation pour ensuite recréer de la complexité. Donc ensuite, il y a les agrégateurs de presse. Et les agrégateurs de presse, donc là, Apple News, Google News, là, aujourd'hui, le dispositif tel qu'il est prévu, en fait, renvoie essentiellement à un dispositif de droit commun qui existe depuis la loi pour la République numérique, qui est un principe assez sain qui s'appelle le principe de loyauté. Toutes les plateformes sont tenues à un principe de loyauté, que ce soit Amazon dans sa relation avec les commerçants, que ce soit Google AdWords en tant que régie publicitaire dans sa relation avec les annonceurs, tout type d'interaction des plateformes. C'est un principe horizontal sur toutes les plateformes, y compris, je crois même que Uber, par exemple, dans sa relation avec les chauffeurs, est concerné par ce principe de loyauté. Et donc, ce principe de loyauté, c'est un principe générique sur toutes les plateformes. Et donc là, le choix qui a été fait par le gouvernement, c'est de ne pas nécessairement créer un dispositif ad hoc. Alors, il y a une rédaction ad hoc, mais je ne sais pas à quel point elle sera praticable, parce qu'elle est assez complexe. Mais c'est plutôt de renvoyer en fait au dispositif de droit commun, et donc naturellement à la responsabilité de la DGCCRF, qui est l'administration qui est en charge de cette loyauté des plateformes. Donc aujourd'hui, je dirais que le choix du gouvernement sur la question et du Parlement sur cette question des agrégateurs, c'est globalement de renvoyer au droit commun et globalement de ne pas créer une régulation ad hoc. Même s'il y a un petit dispositif, mais enfin, globalement, c'est le choix qui a été fait. Est-ce que vous analysez ça comme une absence d'ambition sur le sujet ? J'en prends acte. Après, à la décharge des autorités compétentes, ce sont des sujets complexes. Donc, moi, il y a un processus que j'avais beaucoup salué, qui avait été initié en juillet 2018, qui s'appelait les États généraux du numérique, dans lequel ça avait été annoncé par le Premier ministre en Chine. C'était le secrétaire d'État au numérique, Mounir Majoubi, qui avait porté ce principe, qui était de dire il faut qu'on invente des nouvelles régulations du numérique. Et c'est un sujet mondial. On aura sans doute des réponses différentes entre les États-Unis, la Chine, l'Europe. Mais on doit réfléchir à ces régulations du numérique. Comment est-ce qu'on continue à bénéficier de ces innovations extraordinaires qui changent nos vies, mais tout en veillant à ce que ça respecte un certain nombre de nos principes. Et donc il y a un chantier très important qui a été lancé l'année dernière sur ce sujet, ces États généraux du numérique. L'appellation donne la hauteur de l'ambition, et où toutes les administrations, notamment françaises, s'étaient mis au travail, administration d'État, administration indépendante, pour réfléchir à ces nouvelles régulations. Voilà. Et
Typiquement, la question des agrégateurs de presse, elle aurait pu être analysée dans ce cadre. Malheureusement, ce processus n'a pas abouti à ce jour. Et donc peut-être que la loi Bichet la réforme de la loi Bichet n'a pas pu bénéficier d'éléments d'analyse pour designer une régulation pertinente. J'essaye de ne pas trop critiquer le gouvernement. Ayant travaillé dans ces enceintes-là, je sais que parfois c'est difficile. Sur des sujets complexes, ça peut nécessiter de faire des rapports, de faire des études. Et là, en l'occurrence, il faut reconnaître qu'elles n'ont pas vraiment été conduites, même si on peut avoir des idées. Votre panorama, notre mise en contexte un peu plus tôt des enjeux de lutte autour d'Internet sur les 20-30 dernières années était éclairante pour comprendre l'environnement dans lequel se situe notre secteur. J'aurais envie de vous entendre sur votre vision de ces enjeux aujourd'hui. Quelles sont les lignes de fracture ? Vous avez parlé que pendant des années, l'enjeu a été la neutralité du net. Aujourd'hui, avec le web qui perd en importance et cette réintermédiation, quels sont les grands enjeux de régulation ? Quels sont les enjeux, les lignes de fracture à l'échelle mondiale sur ce sujet aujourd'hui ? Qui s'affrontent ? Quelles sont les idées de régulation qui existent ? Alors, il y a une espèce de... Cette réintermédiation, en fait, elle induit une espèce de tentation plus ou moins assumée des États, et plus ou moins claire et différente à l'échelle mondiale. Cette tentation, elle a été très fortement illustrée par les révélations d'Edward Snowden. C'est-à-dire qu'évidemment, les États rêvent tous de pouvoir surveiller les populations. Rêvent tous de pouvoir surveiller, si possible, plutôt les populations étrangères, parce que généralement, c'est un peu plus compliqué de surveiller sa population nationale dans une démocratie, mais enfin, bon. Et c'est un rêve de tout temps. Et d'ailleurs, qui a été mis en œuvre, malheureusement, à certaines périodes difficiles de notre histoire. Il y a eu un consensus de dire que dans une démocratie, on ne surveille pas sa population, etc., etc. Bon. Et tout d'un coup, les États se sont rendus compte qu'il y avait un truc génial, c'est qu'en fait, il y avait des gens qui étaient en train de surveiller les populations. C'était ces mêmes intermédiaires dont on est en train de parler, les big tech. Facebook, Google, Apple. Pas en train de les surveiller pour les surveiller, mais en train de collecter, de connaître, en fait, ce qu'on fait, tout simplement. Et donc, il y a eu cette idée assez simple de dire, mais génial, au lieu de surveiller les gens directement, on va se brancher sur les serveurs des big tech, et comme ça, on aura toute l'info. Voilà. Et donc, il faut voir que ce fantasme, il est assez présent, à la fois sur la question de la surveillance, et aussi sur la question de la censure. C'est-à-dire qu'il y a aussi... Alors, les États-Unis sont sous le régime du premier amendement, donc qui induit vraiment une liberté totale de la liberté d'expression des pensées, des idées. En Europe, et notamment en France, on est plutôt sur un compromis qui est de dire, il y a une liberté, mais cette liberté, elle a une limite par rapport à certaines questions de sécurité, d'ordre public, la pédopornographie, l'apologie du terrorisme, et puis les contenus haineux, notamment. Et ce qu'on voit se dessiner, et qui a été évidemment un débat très intense de la fameuse directive copyright, dont on a parlé tout à l'heure, c'est de savoir, au fond, est-ce que les États, de la même manière, ne pourraient pas bénéficier, utiliser ces intermédiaires ? Parce que ces intermédiaires censurent, enfin de fait. Quand vous mettez, tout le monde connaît cette anecdote, si vous mettez l'origine du monde comme votre photo de profil sur Facebook, votre compte va être fermé assez rapidement. Bon. Donc il y a une police des contenus qui est effectuée par ces plateformes. Avec des degrés très différents. Il n'y a pas les mêmes cultures entre Twitter, entre Facebook, entre YouTube. Voilà. Et donc vous pouvez avoir là aussi une tentation des États de se dire, mais génial, moi qui n'avais pas pu réguler, moi qui n'avais pas pu imposer de censure sur Internet, en fait, je vais trouver une sorte de deal avec les grandes plateformes pour qu'elles le fassent à ma place. Et c'est d'autant plus une tentation réelle que ça pourrait être, dans une certaine manière, dans l'intérêt des plateformes elles-mêmes.
puisque depuis les scandales de fake news de l'élection de Donald Trump, maintenant, les grandes plateformes sont vraiment sous une pression vraiment croissante de faire le ménage, entre guillemets, de faire en sorte que ces choses-là n'adviennent pas. Et donc, on pourrait avoir une sorte d'alliance objective des plateformes qui seraient backées par les États. C'est pas moi qui ai retiré, c'est les États qui m'ont demandé de faire. Moi, vous savez, je suis sous le contrôle des États. Et les plateformes, donc ça pourrait être dans l'intérêt des plateformes, et bien évidemment dans l'intérêt des États de reproduire cette censure. Donc on voit bien qu'il y a une tension ici. Et il y a des cultures qui vont être très différentes entre la Chine qui assume complètement et la censure et la surveillance, et avec des grandes big tech qui sont nationales, les fameuses BATX. Les États-Unis, qui sont dans une situation un peu intermédiaire. Il y a le premier amendement qui interdit un certain nombre de choses. Il y a la puissance de la NSA d'un autre côté. Dieu sait ce qu'ils font. Et puis il y a des big tech qui sont nationales. Bon. Et puis il y a la position de l'Europe, qui est encore dans une situation très différente, puisque nous, contrôler un peu les contenus, ça fait un peu partie de notre culture. On est un pays de culture, on est un continent de culture et de patrimoine, donc défendre le droit d'auteur sur Internet, c'est quelque chose sur lequel, par exemple, on va être assez sensible en Europe. Et puis, inversement, ce sont des acteurs étrangers, on ne les contrôle pas. Donc ça va induire des lignes des dialectiques ou des lignes d'action sur ces questions de régulation qui vont être différentes. Alors, donc moi, je ne suis pas en mesure de donner raison ou de donner tort aux uns et aux autres. Simplement, on a essayé, nous, modestement, à l'ARCEP, d'apporter une réflexion sur ce sujet. Enfin, c'est une réflexion personnelle d'ailleurs, mais qui s'appuie en partie sur des travaux de l'ARCEP. Donc j'ai été à Austin au festival South by Southwest, qui est un festival très, très intéressant auquel je vous encourage d'aller. Il y a des débats vraiment extrêmement riches, y compris sur vos sujets. Et là-bas, j'ai essayé de poser un petit peu une vision. Alors j'avais de la concurrence, puisqu'il y avait Elizabeth Warren qui disait par ailleurs dans une autre salle qu'il fallait démanteler les GAFA. Donc plus modestement, on a essayé de définir un peu ce serait quoi cette doctrine de régulation des géants du numérique qui pourrait convenir à nos valeurs européennes et nos objectifs européens. Et au fond, le point d'accroche sur lequel on s'est vraiment fixé, c'est cette notion de décentralisation. C'est-à-dire que nous, en Europe, on a quand même une culture très forte qui est la question de la souveraineté des individus. Et de se dire, au fond, ce qui était génial avec cet Internet décentralisé au début, c'est qu'il donnait vraiment à l'individu le pouvoir d'être le régulateur, en ayant vraiment le choix, en étant celui qui va sélectionner ce qui est bon et ce qui est mauvais, dans un espace qui est complètement ouvert. Et donc la souveraineté numérique européenne qu'il faut construire, on parle beaucoup de souveraineté numérique en ce moment, voilà, ce qu'on indique dans ce papier, c'est que c'est d'abord une souveraineté des individus. Il faut faire en sorte que l'individu soit vraiment celui qui soit en situation d'arbitrer et de choisir. Et donc ensuite, on a fait un certain nombre de propositions. On peut Par exemple donc un premier exemple de proposition qu'on a fait, c'est sur la question des terminaux. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a aujourd'hui un principe qui existe, c'est la neutralité d'Internet, c'est-à-dire du réseau. Le fournisseur d'accès à Internet qui contrôle le réseau n'a pas le droit de choisir d'interférer. Mais en fait, pour vous connecter à Internet, tout à l'heure je disais qu'il vous suffit d'un réseau. J'ai été vite. En fait, pour vous connecter à Internet, il vous faut deux choses. Il vous faut un réseau et un équipement pour se connecter. Un PC, un smartphone, un speaker dans un salon, un assistant vocal dans une voiture ou dans votre téléviseur même. Ça peut être votre télécommande ou un assistant vocal dans votre téléviseur connecté. Et ce qui est étonnant, c'est que, en fait, les opérateurs télécoms qui font la partie du réseau sont contrôlés et régulés, mais les acteurs qui font les équipements terminaux sont soumis à aucune règle, à part des règles de droit commun générique. Il n'y a aucune règle spécifique qui s'applique à ces acteurs. Or, en fait,
On a fait toute une étude à l'ARCEP, là pour le coup c'est vraiment un travail de l'ARCEP, qui montre à quel point ces acteurs des terminaux ont vraiment pris le pouvoir. L'exemple le plus frappant dans notre quotidien, ce sont les smartphones. Dans nos smartphones, vous payez un smartphone 500, 1000 euros, et vous ne pouvez même pas supprimer certaines applications. C'est quand même interpellant, non ? De la même manière, vous ne pouvez pas installer n'importe quelle application. Alors ça peut être parfois pour de bonnes raisons. Ça peut éviter qu'il y ait des virus informatiques qui soient installés. Parfois ça peut être plus pratique. Voilà. Mais aujourd'hui, les grands acteurs des terminaux ne sont absolument pas tenus de se justifier. Donc il y a eu quelques grandes affaires, notamment en droit de la concurrence européen, contre Android. Android, donc qui est le système d'exploitation de Google, qui est présent dans tout un tas de terminaux, dont les terminaux Samsung, beaucoup de marques, toutes les marques sauf Apple en fait quasiment, représentant à peu près 80% des terminaux. Donc Google avait utilisé sa situation de contrôler Android, par exemple, pour avantager Google comme moteur de recherche dans les différents équipements. Donc on voit bien comment cette situation de l'OS, de l'operating system, en fait, elle permet vraiment de prendre le contrôle sur toute votre expérience. Et souvenez-vous, au début des apps, il y a eu beaucoup de guerres dans la presse en ligne. Alors c'était plutôt le geste qui à l'époque était mobilisé sur ces sujets, parce que il y avait tout le sujet de l'in-app purchase, dans lequel Apple demandait les 30%, interdisait qu'on puisse souscrire par ailleurs, ne transmettait aucune information permettant de connaître les utilisations du client, etc. Et donc, tout à coup, c'est apparu que c'était vraiment l'OS qui était devenu le maître, qui permettait ce contrôle. Et donc, nous, la proposition que nous faisons à l'ARCEP, c'est simplement d'étendre le principe de neutralité du réseau aux terminaux. Donc nous ne proposons pas un principe général, par exemple, qui s'imposerait à Google Search ou à Facebook. Ce n'est pas ça notre proposition. Notre proposition, c'est vraiment de s'arrêter au terminal et à l'OS, qui est vraiment la porte d'entrée qui permet de se connecter aux applications et aux contenus. On a notamment en arrière-pensée, pas seulement les smartphones, mais aussi tout ce qui est en train de se développer avec les speakers. Et par exemple, dans le domaine de la radio et demain dans le domaine du podcast, il est clair que l'assistant vocal avec qui vous allez être en interaction va jouer un rôle absolument central dans l'accès au contenu. D'ores et déjà, pour ceux qui ont un speaker chez eux, vous dites « Ok Google, mets-moi les infos », il y a un paramétrage quelque part qui a dit que les infos c'était France Info. Et ce paramétrage quelque part, il pourrait dire que c'est RMC. Voilà. Donc on voit bien qu'il y a ici un intermédiaire qui s'impose et qui va avoir un choix. Et hier, le choix qu'on pouvait avoir quand on faisait une recherche Google, on avait 10 choix. Bon, c'était quand même relativement ouvert. Voilà, là, il va y avoir un choix par défaut. Peut-être qu'on pourra le paramétrer quelque part, peut-être pas. Donc on voit que avec l'ergonomie nouvelle qu'instaure la commande vocale, qui est une ergonomie qui va être plus restrictive a priori que les ergonomies du smartphone et du PC, eh bien, on va potentiellement vers un pouvoir prescripteur encore croissant des acteurs qui contrôlent les terminaux. Et donc, l'idée, c'était pas de faire seulement une problématique qui soit une problématique du passé, en se disant on va régler les smartphones, mais finalement, est-ce que les smartphones, c'est encore pertinent ? On aura toujours besoin de terminaux. Ils vont prendre des formes différentes. Peut-être qu'un jour, on aura des lunettes connectées, des chapeaux connectés, des habits connectés, que sais-je. Mais on aura toujours un truc pour se connecter à Internet. Et cet élément de connexion, dans la révolution de l'Internet des objets, il va forcément prendre un pouvoir de plus en plus important. Donc c'était ça le sens de cette proposition, par exemple. Mais en pratique, comment vous imaginez ça ? Votre exemple est éclairant, enfin, sur les terminaux les assistants vocaux, qui, par leur ergonomie, amènent naturellement à un choix unique. Comment appliquer ce principe de neutralité ? Il faut bien qu'il y ait un paramétrage par défaut qui, à la question « donne-moi les infos », amène une réponse. Voilà.
Donc, non, mais absolument. Et par ailleurs, il y a un autre débat encore plus philosophique, on va dire, dans le monde du numérique, qui est, est-ce que ça a du sens de parler de neutralité quand on parle d'un algorithme? Parce qu'en fait, un algorithme, par définition, ça fait des choix. Sinon, ça sert absolument à rien. Et donc, est-ce qu'une neutralité d'algorithme, ça veut dire quelque chose? Donc, du fait de cette problématique, en fait, notre proposition est un petit peu plus subtile qu'un principe de neutralité. En fait, ce que nous proposons d'instaurer, c'est un principe de liberté de choix. C'est-à-dire que l'utilisateur doit toujours avoir la possibilité de choisir tous les contenus et applications de son choix. Toujours. Et qu'ensuite, on renverse la dialectique. C'est-à-dire que c'est à l'acteur de terminal de se justifier le cas échéant de pourquoi il n'y a pas eu accès ou de pourquoi il y a eu accès préférentiel. Et à ce moment-là, il y a une entité de régulation, qu'elle soit européenne, qu'elle soit nationale, qui reçoit ces explications et qui juge si elles sont pertinentes et proportionnées par rapport au but recherché. Donc, par exemple, si Apple dit bah, « écoutez, cette application n'est pas disponible dans mon App Store parce que c'est un virus informatique et que moi je protège mes utilisateurs », si elle donne des explications convaincantes, bah, ok, fine, pas de problème. Si Google Home dit « oui, effectivement, il y a un paramétrage par défaut, mais regardez, l'utilisateur peut changer ce paramètre de manière simple et peut choisir que en fait, c'est pas France Info, mais c'est telle radio qui sera lancé lorsqu'il dit Google, ok Google, mets-moi les infos, alors fine, c'est bon. Donc c'est ça la logique, c'est de changer le rapport de force. Aujourd'hui, c'est la boîte noire, c'est la jungle, les acteurs font ce qu'ils veulent, personne ne sait quels sont leurs choix. Et l'idée, c'est de renverser en disant, ok, il y a de l'innovation là-dedans, il y a des choses complexes, mais le principe par défaut, c'est que l'utilisateur doit toujours avoir le choix. C'est ça le principe de souveraineté individuelle. L'utilisateur doit toujours avoir le choix, d'une manière ou d'une autre, et c'est vous qui devez m'expliquer quand ce choix est restreint par des motivations sur lesquelles vous êtes en situation de vous expliquer. Donc on renverse le système. L'application de ce principe à la presse et aux enjeux de régulation numérique de la presse permettrait, si je vous suis bien, de résoudre un des aspects qu'on a identifié problématique sur ce sujet au SPIL, c'est la capacité des plateformes aujourd'hui de refuser la distribution de certains contenus de presse. On a notamment eu des cas dans l'App Store d'iOS qui n'a pas voulu distribuer des applications de magazines au titre que les photographies avaient des nus et contredisaient les règles du coup internes à l'App Store. Or, ça c'est complètement contraire à l'esprit de la loi Bichet, qui est que le diffuseur ne doit pas être en capacité de choisir quel contenu de presse il distribue ou non. Donc une idée qu'on peut imaginer, c'est cette interdiction d'interdire quand le contenu est de presse, en tout cas, puisqu'à ce titre-là, il a un rôle démocratique particulier. Et j'ai l'impression que cette idée rejoint absolument ce principe de neutralité des terminaux. Du coup, la liberté de choisir, ce serait aussi l'obligation de la plateforme à distribuer les contenus de presse. Oui, et aussi, tout à fait, et aussi interdire les concurrents. Hein, c'est-à-dire que ce sont ces acteurs aussi peuvent avoir des activités d'agrégateurs, comme Apple News, ou par exemple comme le podcast d'Apple. Et donc, ce qu'il faut garantir aussi, c'est la capacité à l'utilisateur de choisir aussi ces outils-là, et qu'il n'y ait pas une intégration verticale poussée. Donc ça se joue à tous les niveaux de la chaîne. Tout à fait. Est-ce que vous avez des questions ? C'est toujours à froid. Merci, monsieur, je vous en prie. Je suis désolé pour que ça porte assez. Je vais poser la question peut-être évidente sur le droit voisin et sur ce qu'il y a sur l'accroche entre le gouvernement et Google récemment. On a vu que le SPIL avait pris une position assez tranchée sur le sujet en voulant une réglementation plus claire et plus ambitieuse. L'ARCEP, qui va hériter de responsabilités sur la distribution de la presse, a-t-elle
des ambitions ou des vues sur ce qui va devoir être fait sur ce sujet-là. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Pardon, oui, Corentin Bessal, je travaille pour Les Numériques. Non, alors l'ARCEP n'a pas de position officielle en la matière, donc ce qui va m'inviter à une certaine prudence dans ma réponse. Ce qui est frappant dans cette histoire, c'est que une fois qu'on se place du point de vue de ce que fait Google, les contenus sont évidemment extrêmement créateurs de valeur pour Google. Je veux dire, Google ne s'embêterait pas à indexer une telle quantité de contenu si ce n'était pas quelque chose qui crée de la valeur pour son service. Et donc évidemment, parmi ces services, ces contenus, on sait bien que les contenus chauds, les contenus d'actualité, ont particulièrement de valeur. Et la difficulté dans laquelle on est, c'est que les mécanismes de marché traditionnels qui permettraient de révéler cette valeur sont inexistants. C'est un problème qu'on connaît bien en droit commercial, en droit de la concurrence, c'est celui de la grande distribution. Historiquement, les petits producteurs sont maltraités par la grande distribution parce qu'ils sont petits et que la grande distribution est grande. Et il y a eu beaucoup de lois qui ont été votées en France pour essayer de résoudre ce problème. La loi Raffarin, la loi Galland, jusqu'à ce qu'on se rende compte que ça ne marchait pas. Parce que de toute manière, vous pouvez interdire la revente à perte, je ne sais pas quoi. Après, vous avez les prestations de tête de gondole, les marges arrière, les trucs. Ensuite, les pressions. Vous devez payer, je ne sais pas quoi, des côtés. Enfin, c'est ingérable. En fait, c'est ingérable. C'est ingérable de réguler la distribution de la valeur. Et la bonne manière de réguler la distribution de la valeur, ce sont des lois du marché dans lesquelles les puissances s'équilibrent. Et donc, la bonne réponse à la grande distribution, c'est de créer des coopératives dans lesquelles les producteurs se mettent ensemble pour peser. Et là, on change le niveau de la discussion. De la même manière, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a connu il y a quelques années des publicités de Leclerc qui disaient ah voilà, le camembert président va augmenter de 5%, c'est la faute à président, quoi. Et donc on voit bien que quand on a des puissances qui s'équilibrent, voilà, camembert président, c'est une marque forte, Leclerc, c'est une marque forte aussi, et ben à la fin, il y a des compromis qui sont obligés de se négocier. Oui, Leclerc, même si Leclerc est très fort, il est quand même obligé de passer l'augmentation de prix de président. Voilà. Et donc, c'est ça qui manque en fait dans notre sujet. C'est que Google est en position extrêmement forte en tant que moteur de recherche. Et par ailleurs, il y a cet excellent avis de l'autorité de la concurrence sur la publicité en ligne, il y a 2 ans, qui montre comment Google, mais aussi Facebook, sont présents sur l'ensemble des maillons de la chaîne. C'est extrêmement impressionnant, depuis le suivi analytique, la régie, les partenariats divers et variés. C'est extrêmement impressionnant de voir la galaxie qu'ont tissé ces acteurs et qui font qu'il y a une relation de dépendance absolument totale des titres de presse. Et donc, le problème, c'est que par cette structure de marché qui est défaillante, eh bien, la valeur ne se révèle pas spontanément. Et du coup, eh bien, on va chercher les pouvoirs publics en disant « vous devez les obliger à me payer ». Et moralement, moi, je suis pleinement en soutien à cette demande, qui me paraît tout à fait légitime. Pour autant, je crains, encore une fois qu'on se situe dans l'économie de Google, je précise ce point parce je sais que dans le domaine du payant, on peut avoir des philosophies différentes. Donc encore une fois, dans cette frange-là, qui est une partie de la presse, moralement, j'entends le point. Après, on verra si effectivement on trouve une réponse de type intervention des pouvoirs publics qui soit plus efficace que ne l'ont été les réponses dans la grande distribution. Alors ça me permet de revenir sur une autre des propositions qu'on a fait dans ce papier, sur comment redonner du pouvoir aux individus. Ce qu'on voit bien qui manque là dans ce cas d'espèce, c'est de la concurrence. En fait, s'il y avait 5 Google, chacun avec 20% de part de marché, là ça marcherait. Puisque la presse pourrait dire à Google 1, non mais attends, si tu ne me payes pas, je vais chez Google 2, 3, 4, et tu vas voir si les gens ils vont continuer à aller chez toi. Et donc,
là, on aurait une vraie discussion, on aurait une possibilité de révéler cette valeur. Et donc, la proposition que nous faisons, c'est d'essayer de faire un petit peu ce qu'on a fait dans les télécoms il y a 20 ans. Donc, je vous rappelle qu'il y a 20 ans, il y avait un monopole, France Télécom. Et ce monopole, il y a eu une décision politique, il y a eu un livre vert, il y a eu des directives au niveau européen. On a dit, c'est pas bon le monopole. Il faut une concurrence pour l'innovation, pour les consommateurs, etc. Et nous, ça fait 20 ans qu'on a construit, avec des outils particuliers, les conditions pour créer cette concurrence. Notamment, une chose qui est assez connue dans le secteur des télécoms, c'est le dégroupage de la boucle locale. Donc c'est le réseau téléphonique de France Télécom. Comme on peut le réutiliser pour faire de la DSL, on a obligé France Télécom à accueillir dans ses locaux Free, SFR, souvenez-vous, CGTEL, Neuf Télécom, Télé2, pour qu'ils puissent installer leurs équipements électroniques et, en vendant leur box ensuite aux consommateurs, pouvoir fournir un service d'accès Internet de manière complètement autonome. Alors évidemment, cet exemple n'est pas reproductible à l'identique dans le domaine du numérique. Les sujets doivent s'adapter, mais c'est possible de casser un monopole. C'est possible lorsqu'il y a une volonté politique et une détermination et des outils particuliers de créer les conditions pour qu'il y ait une concurrence réelle qui puisse s'instaurer. D'ailleurs, vous voyez bien qu'il y a des acteurs qui essayent de rentrer, comme Quant ou d'autres, mais il y a une difficulté intrinsèque. Il y a ce qu'on appelle des barrières à l'entrée qui protègent naturellement le monopole. Dans le domaine des télécoms, ce qui protégeait particulièrement le monopole, c'était qu'il avait cette infrastructure qui était impossible à reproduire. On n'allait pas reconstruire un deuxième réseau téléphonique. Dans le domaine, par exemple, des moteurs de recherche, les barrières à l'entrée, elles sont assez connues. Il y a l'indexation, et la deuxième, c'est la part de marché existante. Une des choses qui fait que Google est plus pertinent qu'un autre moteur de recherche, c'est qu'il y a plus de gens qui font des requêtes sur Google. Donc Google sait ce que les gens cherchent, et Google sait ce sur quoi les gens cliquent en fonction de la recherche qui a été faite. Cette information, c'est votre information. C'est une information crowdsourcée. Ce n'est pas l'algorithme de Google. C'est vous qui avez écrit ce que vous cherchez, et c'est vous qui avez cliqué sur une URL après. Et cette information, si d'une manière évidemment qui respecterait la vie privée, elle pouvait être transférée à d'autres moteurs de recherche concurrents, ça les aiderait grandement à être plus efficaces. Et donc on voit bien que typiquement, il y a des possibilités de développer la concurrence qui permettraient de rééquilibrer ces rapports de force. Alors c'est long, c'est compliqué, et puis il faut du courage aussi. Parce que l'Europe a su assumer qu'elle voulait ouvrir des monopoles publics. Est-ce qu'elle est capable d'assumer qu'elle veut ouvrir des monopoles privés? Voilà. C'est une question politique qui n'est pas évidente. C'est vrai que ce n'est pas le même point de départ. On pourrait dire, après tout, il y a Schumpeter, donc un monopole privé, il n'est pas là pour l'éternité. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va inventer dans son garage un truc génial qui va le remplacer en quelques mois. Voilà. Facebook a eu très très peur d'Instagram, jusqu'à ce qu'il puisse le racheter. Voilà. Finalement, à vous entendre, vous êtes d'accord à la fois avec le SPIL et Elisabeth Warren. Le SPIL qui, sur les droits voisins, dit qu'ils sont une mauvaise réponse à un vrai problème. Le vrai problème étant le rapport de dépendance défaillant et la position ultra dominante de Google comme gatekeeper de l'information. Mais une mauvaise réponse, en ce qu'elle est probablement à la fois inefficace et qu'elle crée des nouveaux problèmes. J'ai pas été aussi bon. Et une bonne réponse potentielle étant d'égaliser le rapport de force c'est ce que propose Elisabeth Warren, de casser ces monopoles privés. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur?
Alors, il n'y a pas eu de projet officiel du gouvernement, mais effectivement, la presse, bien informée, a fait état d'un certain nombre de réflexions. Et effectivement, le point d'atterrissage, c'est celui de continuer, enfin je le redis avec mes mots, ce serait au gouvernement de vous répondre, hein, de continuer à reconnaître qu'il y a une spécificité dans la régulation des infrastructures, qu'il y a une spécificité dans la régulation des contenus, et que ce n'est pas forcément la meilleure idée du monde de mettre tout ensemble. Puisque vous m'invitez sur ce thème, je crois que le point de départ de cette réflexion, ce sont les états généraux du numérique, dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire qui malheureusement n'ont pas abouti. Hein. Bon, donc, en tout cas à ce stade. La question sous-jacente, c'est de savoir, vis-à-vis de ces grands acteurs, Google, Apple, Facebook, etc., est-ce qu'il est crédible d'avoir des petits régulateurs en face? C'est ça la vraie question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la CNIL est garante de la vie privée, l'autorité de la concurrence est garante de la concurrence, et puis probablement le CSA va s'occuper un peu de la haine en ligne, selon des modalités encore à construire dans le projet dans la proposition de loi Avia. Est-ce que finalement il ne faudrait pas faire masse de tous ces régulateurs, et sans parler de la DGCCRF dont on a parlé tout à l'heure, qui est en charge de la loyauté des plateformes, est-ce qu'il ne faudrait pas faire masse de tous ces régulateurs pour avoir une autorité forte capable de tenir la dragée haute à ces grands acteurs? Alors je crois que cette réflexion, elle est évidemment légitime. Moi je lis dans le projet de loi audiovisuel qu'il y a peut-être une réponse un peu différente qui est en train d'être apportée, qui méritera d'être confirmée par le gouvernement, puisqu'il y a une disposition qui prévoit que les régulateurs, chacun des différents régulateurs dont on vient de parler, y compris l'ARCEP, pourrait faire appel à une expertise centralisée. Et donc, en fait, tout ça pourrait mener à un projet qui soit qu'au sein de l'État, il y ait un pool de ressources communs, concentrant un certain nombre de data scientists, de spécialistes des algorithmes, qui pourraient être utilisés par les différents régulateurs, chacun dans sa responsabilité, pour de cette manière emmagasiner de la compétence. C'est difficile de recruter un data scientist. Mais si vous créez comme ça un pool commun, ce sera plus simple. Ce sera plus simple pour les payer, ce sera plus simple pour les attirer aussi. Il y a des gros enjeux d'attractivité. Comme nous, on est des recruteurs comme les autres, et donc on galère à recruter ces acteurs-là, évidemment. Enfin, c'est ce type de profil. Et donc, je pense qu'il faut lire, mais encore une fois, c'est au gouvernement de vous le confirmer, il faut lire dans ces arbitrages le fait de dire, bon, CSA est confirmé comme régulateur des contenus, sa portée est étendue au contenu vidéo en ligne par la transposition de la directive SMA. Par ailleurs, il y a la proposition de loi Avia qui pourrait étendre ses compétences aux réseaux sociaux sur la haine en ligne. Et par ailleurs, il y a l'ARCEP qui demeure. Mais l'ARCEP, par ailleurs, à qui on confie des responsabilités sur la loi Bichet, peut-être qu'un jour, on nous confiera des responsabilités sur le numérique, sur des domaines économiques qui sont les nôtres. Et donc, on peut lire la loi audiovisuelle, mais encore une fois, c'est vraiment au gouvernement de vous le confirmer, en disant on conforte chacun dans sa spécialité, mais en revanche, on va vers une mutualisation des ressources qui sont les plus importantes pour permettre cette efficacité. Mais encore une fois, je pense que on n'a pas encore l'image globale, que si le gouvernement devait conclure les états généraux du numérique, il pourrait apporter cette réponse de quelle est sa vision du paysage des régulateurs. Il est 11h. Place pour un café à côté. Merci beaucoup, Monsieur Soriano. C'était passionnant. Donc, je vous invite à l'applaudir. Et donc, je vous rappelle la table ronde qui suit sur la communication territoriale, ici même, dans un quart d'heure. Et à l'étage, la levée de fonds miroir aux alouettes. À tout à l'heure.